C'est quoi l'ingénieur et son rôle dans la société? Qu'est-ce qu'il apporte? Je dirais d'une part qu'on est à l'entrée d'un siècle qui s'avère extrêmement technologique et où il y a des questions extrêmement profondes, extrêmement graves sur ce que c'est que la technologie et comment est-ce que on la fait évoluer. Pour être un bon ingénieur, il faut allier profondeur scientifique, sensibilité technique, recul critique et leadership opérationnel. Bonjour à tous et bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir et d'échanger avec Godefroy Beauvalet, qui est directeur général de Mines Paris PSL. Dans un premier temps, pourriez-vous revenir sur votre parcours et ce qui vous a mené, ce qui vous a conduit à la tête de Mines Paris PSL? Il y a une partie de chance et parfois d'errance dans un parcours, mais d'abord, c'est mon école. J'en ai été l'élève. Puis après, j'ai une carrière où je me suis régulièrement écarté de la recherche et de l'enseignement, mais toujours en y revenant. Ça a toujours été un des cœurs. Donc je suis ingénieur. J'ai commencé dans l'État et j'ai travaillé sur la transformation numérique des services publics. Et puis, j'ai travaillé sur l'innovation dans les services publics. J'ai travaillé en administration centrale et puis dans des projets opérationnels. Puis ça m'a amené à aller en cabinet ministériel et puis ensuite à revenir, à faire de la recherche pour le coup, en gestion, sur le numérique et son apport et l'efficacité opérationnelle dans les environnements fortement numérisés. Sur le lean management aussi, et j'ai fait ça plusieurs années, donc j'ai vraiment été enseignant-chercheur, j'ai géré des cursus, voilà, j'ai commencé à apprendre le métier, et puis ensuite j'ai participé à ce qui est devenu l'IMT, et je me suis mis à gérer un établissement de recherche. Je suis parti dans le privé quelques années, j'ai dirigé le fonds AXA pour la recherche, donc je me suis intéressé à ce que ça voulait dire que de travailler avec des universités du monde entier, des organismes de recherche du monde entier, quand on est des industriels. Et puis je suis revenu vers le public. J'ai été DRH, ce qui m'a permis aussi de voir comment des gens qui ont été formés dans cette école, puisque j'étais DRH du corps des mines, ensuite mènent carrière. Et ça m'a permis d'avoir aussi le regard de l'utilisateur, hein, de ces profils. Et puis ça m'a amené à prendre la tête de l'école il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc vous êtes à la tête de l'une des écoles les plus prestigieuses, écoles d'ingénieurs de France. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans cette mission? Le prestige, c'est bien, mais il faut le vivre et l'assumer au quotidien. Il y a un côté noblesse oblige. Pour moi, l'action de l'école, l'action pédagogique, l'action de la recherche, il y a un côté, c'est le plus beau métier du monde et ça permet de ne jamais être seul puisqu'on agit avec les autres, on agit à travers les autres. Alors, ce qui me motive tout particulièrement ici, je dirais d'une part qu'on est à l'entrée d'un siècle qui s'avère extrêmement technologique et où il y a des questions extrêmement profondes, extrêmement graves sur ce que c'est que la technologie et comment est-ce que on la fait évoluer dans la transition climatique, avec plein de nouveautés aussi qui apparaissent. Donc il y a une responsabilité très particulière des gens qui font de l'ingénierie, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient diplômés et qu'ils aillent travailler dans le monde économique ou dans la décision publique, puisque ça fait partie de ça aussi. Et je crois qu'on est gardien à l'école de la qualité française en la matière. C'est quoi l'ingénieur et son rôle dans la société? Qu'est-ce qu'il apporte? En quoi est-ce qu'il génère de la confiance? En quoi est-ce qu'il part au risque? Et comment est-ce qu'il travaille avec les autres? Donc ça me motive très au quotidien et je pense que c'est pas une situation dans laquelle on sait comment il faut faire. Il y a vraiment de la créativité à avoir. Il y a vraiment des choses à réinventer dans ce que c'est que des cursus, dans ce que c'est que la manière d'agir dans des projets aujourd'hui, qui est importante. Et puis la 2e chose, c'est qu'aujourd'hui, recherche et industrie doivent vraiment marcher ensemble. Industrie au sens le plus large, hein, le monde économique doit vraiment aller ensemble. Comment est-ce qu'on cherche à la fois l'excellence académique et la pertinence économique dans le travail de recherche ou de formation? Et ça, l'école des mines, c'est le creuset de ça depuis 230 ans et c'est une plateforme d'expérimentation de ça depuis 230 ans et c'est extraordinairement motivant de travailler avec les enseignants-chercheurs, avec tous les personnels de l'école et sur ce sujet. Et alors si je vous demandais de définir en quelques mots, l'identité, l'ADN de Mines Paris PSL, que diriez-vous? Alors, l'école des mines, elle a une devise qui est théorie et pratique et au fond, c'est ce que je commençais à dire, elle cherche à la fois l'excellence académique et la pertinence économique.
Donc, son ADN, c'est de chercher ces 2 ensemble. Donc on n'est pas dans la recherche pour la recherche, mais pour autant, on sait qu'il faut une vraie liberté, de l'apprentissage, un vrai plaisir du savoir et puis on va être dans la pertinence économique, donc on travaille énormément avec les entreprises. Bien sûr, d'abord parce que, nos diplômés vont principalement travailler en entreprise, mais aussi parce que ça fait partie de notre mission, hein, de contribuer, à la compétitivité, des entreprises françaises. C'est ce qui est écrit dans notre décret d'organisation, ce qui fait qu'on fait énormément de recherche partenariale à l'École des mines. On travaille, avec, des R&D d'entreprises, on publie avec, des chercheurs, qui travaillent dans les entreprises et puis, on s'assure que la recherche qu'on produit ici va aller, dans l'impact, que ce soit à travers de l'innovation, soit à travers la gestion des risques ou à travers l'éclairage de la décision, publique. Quelque part, ça existe dans notre nom, hein, on s'appelle École des mines, ça peut être paradoxal, hein, Mines Paris PSL, puisque il y a ça fait bien longtemps qu'il y a plus de mines à Paris et il y a pas beaucoup de mines en France, mais la mine, c'est un objet total. Dans une mine, pour comprendre comment marche une mine, il faut que vous compreniez la science, de la géologie, du charbon. Faut que vous ayez des compétences en technologie parce que, il y a des machines, il y a des puits, il y a de l'eau, faut que vous pariez au risque parce qu'il y a du danger, il y a les coups de grisou, voilà. Faut que vous compreniez les personnes parce qu'il y a des mineurs et que vous savez que beaucoup des avancées sociales et des luttes sociales se sont faites autour des mines en France. Donc il faut avoir aussi une approche, une compréhension du social. Puis c'est économique, parce que, le charbon, parfois ça vaut le coup d'aller le chercher historiquement, parfois ça vaut pas le coup, voilà. Donc, faut aussi avoir une approche, économique et puis une approche environnementale, puisque évidemment la mine, c'est aussi un endroit qui peut, polluer beaucoup, perturber beaucoup des écosystèmes. Donc, quand on s'appelle toujours mine, c'est parce qu'on a vraiment cette approche holistique, des problèmes et c'est ça qu'on essaye de transmettre aux ingénieurs qu'on forme, d'en faire des ingénieurs qu'on appelle généralistes, mais, qui en fait doivent savoir beaucoup de choses. Quels sont les grands projets structurants actuellement en cours à Mines Paris PSL? Il y en a plusieurs, mais si j'en avais un à signaler aujourd'hui, puisqu'on est, au moment où, Parcoursup bat son plein, ce serait le nouveau bachelor, en ingénierie que nous avons lancé au niveau de l'université Paris Sciences et Lettres avec Chimie Paris et le SPCI, PSL. Et qui est opéré, par l'École des mines sur son campus de Sophia Antipolis. Donc, c'est quelque chose de très excitant pour nous, c'est quelque chose de très nouveau puisqu'on lance un grand diplôme et c'est donc un bachelor qui s'appelle, International Bachelor in Environmentally Engaged Engineering, qu'on peut traduire par, bachelor international en ingénierie responsable, et qui vise à reproduire ce que je vous ai un peu dit sur quelle est la patte particulière de l'École des mines, mais qui aujourd'hui se déploie de bac+2 à bac+5 sur le bac à bac+3, donc au niveau licence, en, accompagnant des jeunes qui veulent, être les ingénieurs dans la transition et apprendre les sciences, les mathématiques, la physique, l'informatique, la chimie, la biologie, dont il y a besoin pour mener des projets d'ingénierie dans le monde de la transition, dans le monde dans la planète aux ressources finies. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce bachelor? Quelles sont les visées, les débouchés? Ce bachelor, on le fera sur le campus de Sofia et ça fait que le deuxième grand projet auquel, nous nous sommes attaqués, c'est le développement du campus de Sofia, pour lui donner une nouvelle dimension, parce que maintenant il aura une population étudiante résidente et donc on va aussi développer des plateformes de recherche, sur la santé, et le numérique, sur la décarbonation des bases de la chimie à travers ce qu'on appelle les torches à plasma, sur ce campus, de Sofia. Et puis le troisième projet, c'est le numérique. Bien sûr, toutes les écoles travaillent sur le numérique, mais à l'École des mines, on a une vision assez, spécifique de ce que c'est que notre numérique. Un numérique qui reste très proche, des flux de matière, de la modélisation, des systèmes, hein. Et donc, on travaille sur ça à travers, notre institut qui s'appelle l'Institut des transitions numériques et ça excite, tous les centres de recherche en ce moment. On vient d'ouvrir notre campus de l'innovation à Versailles. Donc, on est encore, c'est encore un projet, que maintenant, les équipes de recherche s'approprient complètement ce bâtiment. Il y a des nouveaux, projets, qui émergent et puis il y a tout un nouvel écosystème. On a des voisins, notamment dans le monde de la défense, et qui sont à côté de nous. Donc ça, c'est un projet aussi. Sur la féminisation, on en reparlera certainement, mais, on a également, des projets. Puis enfin, on est à l'intérieur de l'université Paris Sciences et Lettres, et donc, tirer meilleur parti encore de PSL pour nos étudiants, pour nos chercheurs
et puis amener à l'intérieur de PSL notre manière particulière d'être, proche de l'entreprise, de faire de la recherche partenariale, de travailler en confiance, mais dans le respect aussi, je dirais de l'équilibre des partenariats, de la déontologie, avec les entreprises est quelque chose qu'on veut pousser au niveau de PSL. Donc nous ne manquons pas de projet. Vous l'avez évoqué à l'instant, Minparis PSL a récemment inauguré son quatrième campus, le campus de l'innovation, sur le plateau de Versailles-Satory. Quels sont les objectifs stratégiques avec cet établissement? Alors effectivement, on a eu la chance, de pouvoir, inaugurer un quatrième campus et c'est un endroit qui est magnifique, qui est, stratégiquement placé. Alors, là, en ce moment, le métro est en train d'être construit, mais, en 2030, il sera à, 15 minutes, de Palaiseau et à 20 minutes de Montparnasse. Donc on sera vraiment, dans le Grand Paris et sur le plateau de Satory, sur le plateau de Saclay, puisque c'est le même plateau, mais par l'eau Doubs, hein, et donc c'est un très bel endroit. On y a regroupé nos centres les plus industriels, le centre des matériaux, le centre d'énergie, environnement et procédés, qui travaille sur l'énergétique, sur la thermique, sur la thermodynamique et puis une partie du centre de robotique de l'école, qui travaille aussi notamment sur tout ce qui est ce qu'on appelle les cobots, c'est-à-dire les robots qui interagissent avec l'humain et notamment dans le monde industriel, il y a besoin de ça, pour produire. Donc, ça va être, enfin, c'est notre campus industriel au cœur d'un écosystème qui lui-même est très industriel avec une tonalité défense, et armement puisque, c'est aussi, à Versailles-Satory, ce qu'on va trouver comme entreprise, à côté. D'abord, on va passer une masse critique grâce à ce campus, puisque, on aura, 150 chercheurs sur place, à peu près autant d'étudiants donc, voilà, ça plutôt que d'avoir des petits objets, on a, un endroit où il va se passer des choses tous les jours et on espère, que ce sera, un attracteur qui contribuera à faire du quartier, de Satory un endroit où vraiment il y a de la vibration, des partenariats, des relations et que ça soit un creuset, pour la recherche. Ça sera aussi l'endroit où on va contribuer, à l'impulsion qui est très forte en ce moment sur la défense, sur, le dual, puisque, c'est un des enjeux, du moment et ce campus, servira beaucoup à ça et puis, on s'ancre sur ce territoire comme on a cette masse critique comme on travaille avec, les entreprises partenaires, on va aussi travailler alors avec, la mairie de Versailles, le conseil général, enfin le conseil départemental pour contribuer, à attirer, des collégiens, des lycéens vers les sciences, à améliorer l'efficacité énergétique, des collèges, Pour nous, hein, chaque fois qu'on fait un campus à l'école des mines, il faut que ça soit un acteur du territoire, il faut que ça serve le territoire et au fond, c'est aussi tout le territoire qui forme. L'école des mines, la pratique du voyage d'études, d'aller sur le terrain, je vous ai dit théorie et pratique est absolument essentielle. Et ben, grâce à ce campus, on va pouvoir accéder à plein de choses extraordinaires. On a déjà eu des discussions avec la mairie de Versailles pour travailler autour du château, sur, comment on peut s'en servir, un peu comme on sert du musée ou de la bibliothèque, pour former les élèves. On va maintenant s'intéresser au rôle et à la formation de l'ingénieur. Quel sera, selon vous, le rôle de l'ingénieur dans les 10 à 20 prochaines années, au regard des incertitudes et des grandes transitions? Alors ce qui est certain, c'est que, le 21e siècle a besoin d'ingénieurs. Alors peut-être ça vaut le coup de se dire: «Mais au fait, c'est quoi un ingénieur?» alors, à l'école des mines, on dit qu'on a un carré magique de l'ingénieur. C'est quelqu'un qui, a une profondeur scientifique. Il a acquis, ou elle a acquis une rigueur mathématique, une capacité de raisonnement, des concepts. Donc, il faut qu'il y ait une compétence scientifique, alors qu'il doit avoir une culture générale et puis évidemment des endroits sur lesquels on est particulièrement bon, hein, et on est particulièrement sachant. Ce que j'appelle une sensibilité technique. Quelque part, faut un peu aimer les machines, un peu aimer la technologie, un peu sentir, avoir de l'intuition par rapport à tout ça et ça se travaille à travers la pratique. On peut être un excellent scientifique et pourtant pas un ingénieur. Faut, sentir, les choses et se dire: «Ah bah tiens», avoir une ingéniosité, par rapport, à des objets technologiques. C'est pas la même chose que la science. C'est quelque chose d'un petit peu différent et évidemment les 2 doivent aller ensemble, l'un n'est pas substitut à l'autre. Puis il faut du recul critique. Parce qu'il y a une responsabilité de l'ingénieur au 21e siècle. Il ne s'agit pas de, faire du technosolutionnisme, il ne s'agit pas de dire, «Bah, me les impacts, je m'en fiche, on m'a posé une question, je résous le problème et puis, s'il y a des externalités négatives, s'il y a de la pollution, s'il y a des risques, ça ne me concerne pas». Non, il y a vraiment une réflexion éthique à avoir, de construire des systèmes, qui représentent nos valeurs et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui dans le numérique, par exemple. On le voit avec l'intelligence artificielle que, bah, suivant les gens qui construisent un système, ils n'embarquent pas les mêmes valeurs, ils n'embarquent pas les mêmes fonctionnalités. Donc ça, c'est le troisième rôle de l'ingénieur. Et puis enfin, il faut du leadership, organisationnel. Le leadership, c'est pas forcément d'être chef, hein.
ça peut être des chefs de projet, ça peut être un bon collaborateur aussi, mais il faut tenir ça, voilà. Donc, pour être un bon ingénieur, il faut allier profondeur scientifique, sensibilité technique, recul critique et leadership opérationnel. C'est ça qu'on va, viser, à l'école des mines. Ça veut dire qu'on est des assembleurs d'expertise, alors puisqu'on est à l'école des mines, on va dire qu'il s'agit de ne pas vivre à la surface des choses, mais d'être capable d'aller en profondeur. Même si ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, en pensant à Mines Paris PSL, quelle est la place de l'entrepreneuriat, au sein de l'école? Alors peut-être qu'on a tort de ne pas y penser, en premier parce qu'elle est évidemment, très importante et d'ailleurs, Philippe Mustard qui est, le prof d'entrepreneuriat à l'école des mines, alors il y a plein de gens qui s'occupent d'entrepreneuriat à l'école des mines et cetera, mais on a la chance d'avoir en Philippe Mustard un des, leaders, un des scientifiques les plus calés au niveau international sur ce sujet. Et il a fait une étude, notamment qui montre que, le nombre d'entrepreneurs, soit à la sortie de l'école, soit, plus tard dans leur carrière à l'école des mines est tout à fait atypique, tout à fait, élevé. Aujourd'hui, on a, 4 licornes, issues de l'école des mines. Les licornes, vous savez, c'est ces entreprises, qui sont, valorisées à plus d'1 milliard, tout en étant, des startups. Et puis on a, plusieurs entreprises, je crois 4 en ce moment, dans le Next 40. Voilà, donc on génère effectivement des entreprises, des entreprises dont on parle dans l'actualité, hein. Alice et Bob, donc qui est un des leaders, de l'informatique quantique, a parmi ses, fondateurs, un diplômé de l'école des mines. Mais Verkor, qui est le, fabricant français de batteries, qui vient d'ouvrir son usine, qui est la plus grande usine de France, le plus grand bâtiment de France, il y a quelques semaines, est également fondé par, des anciens de l'école des mines. Donc, on a vraiment une très forte activité au résultat. Donc on doit bien faire quelque chose de juste. Alors, ça passe par le fait qu'on a des, cours sur ce sujet qui prennent, alors toujours théorie et pratique, hein, c'est des espèces de cours où on accompagne des créations d'entreprises. Les élèves, jouent à créer une entreprise et puis parfois se prennent au jeu et ça reste. On a également une formation qui est spécialisée sur ce sujet, qui est le master spécialisé Deep Tech Entrepreneuriat, Deep Tech Innovation, pardon, qui vise à, accompagner des créateurs ou des gens qui se destinent à aller travailler dans des spin-offs, dans des startups, technologiques. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort à l'école des mines et comme je vous disais, on a également de la recherche sur ce sujet puisque, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on sache complètement pourquoi quelque chose marche ou ne marche pas quand on crée une startup, ça vaut absolument la peine de regarder. Quels sont les paliers à passer? Comment investir utilement l'argent public? Quel est le rôle, de l'échelon national, international, européen et cetera? Sur tout ça, ce sont des objets sur lesquels on travaille à l'école des mines. En parlant de recherche, peut-être un mot sur les instituts de recherche TTI.5 et l'ITN, Institut des transitions numériques, qui sont alignés avec les grands axes stratégiques de Mines Paris. Alors effectivement, on a souhaité, au-delà des 18 laboratoires qu'il y a dans l'école, hein, puisque à l'école, il y a 230 enseignants-chercheurs, il y a 500 personnes qui font de la recherche à peu près, hein, si on y met les doctorants, les postdocs, un peu plus que ça même. Oui, en y réfléchissant, ça doit plutôt faire 600-650. On a ressenti le besoin de structurer ces 2 piliers de notre recherche, qui sont les 2 grandes transitions. Donc un sur la transition écologique, c'est TTI.5, alors on s'appelle comme ça, c'est The Transition Institute 1,5 degré, 1,5 degré, parce qu'on est optimiste, ou c'est pour se rappeler qu'il conviendrait de rester en dessous d'1,5 degré, de réchauffement, bien sûr. Et ça permet, de montrer aux partenaires, aux mécènes, aux étudiants aussi, toute la richesse de la recherche qui se fait sur ces sujets, d'écologie, de transition, de biodiversité, d'eau, à l'intérieur de l'école. Donc, ça accompagne, les élèves, de la formation d'ingénieurs. On peut avoir, un badge TTI.5, en plus, dans ce qu'on appelle le supplément au diplôme, puis les doctorants et puis la recherche, et puis, le travail aussi, avec les politiques publiques. Donc c'est un beau succès et la première thèse, financée par, TTI.5, dans le cadre de TTI.5, a été soutenue le mois dernier à l'école. Donc, voilà, ça y est, ça fait 3 ans qu'on a lancé ce truc et ça commence à, produire réellement. Et puis du côté de l'Institut des transitions numériques, on là aussi évidemment, il y a du numérique partout, dans l'école des mines, mais on attend peut-être moins l'école des mines, sur le numérique. Les gens connaissent moins, l'école des mines sur le numérique et donc on a voulu structurer, ce qu'on fait sur le numérique dans chacun de nos départements, pour le mettre mieux en visibilité. Et là aussi, on a de l'accompagnement d'élèves, de doctorants, de recherche. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, à la bibliothèque et derrière nous, il y a un petit bout de l'exposition, des Abysses aux étoiles qui a été construite par l'Institut des transitions numériques pour, donner
à voir comment, grâce au numérique, on peut regarder ce qui est loin et le rapprocher, le modéliser à travers les jumeaux numériques et puis, le regarder à des échelles multiples de l'angstrom ou du micron, de l'atome, ou du site, biologique, puisqu'on fait ça à l'école des mines aussi, jusqu'à l'espace, l'observation terrestre à travers des satellites et puis, au-delà, donc ça, c'est vraiment notre numérique, multi-échelle et qui permet de comprendre les phénomènes réels. On va maintenant s'intéresser aux technologies, à l'intelligence artificielle, aux transformations en général. Comment Mine Paris intègre l'IA dans ses formations et ses pratiques pédagogiques concrètement? C'est un sujet sur lequel on apprend chaque semaine, hein, puisque les choses évoluent et qu'on peut faire, je dirais, à chaque année scolaire, des choses différentes avec, l'IA des années précédentes. Mais d'abord dire que, depuis longtemps, nous sommes en posture d'innovation pédagogique sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on ne résiste pas du tout, «Oh là là, faut pas que ça rentre à l'intérieur des salles de cours, ça va empêcher». Non, tous nos profs, tous nos formats pédagogiques sont faits pour tirer le meilleur parti des technologies, qui sont disponibles et donner aux élèves des éléments de leur maîtrise. C'est-à-dire de ne pas être, comme des singes savants qui savent, utiliser la machine, mais qui ne comprennent pas très bien comment elle marche, mais qui soient capables de comprendre dans quel cas la machine marche et dans quel cas et ça arrive par exemple avec, les LLM, elles racontent n'importe quoi, et à ce moment-là, il faut surtout faire très attention à ne pas, la croire. Donc, ça s'est fait au fil de l'eau, en donnant des clés. Et puis là, en ce moment, quand même, sur le sujet de l'IA, il y a vraiment, quelque chose de très fort, donc on s'est structuré, plus que ça. On est entré dans le partenariat que, Mistral, AI, a avec, l'AMU et qui a été dévoilé à l'occasion de l'AI Action Summit, de 2024 pour, avoir, des opportunités d'expérimenter, d'échanger et ça, c'est très intéressant. Ça permet, de discuter avec d'autres et de faire évoluer nos pratiques pédagogiques. À l'intérieur de Mine Paris, on porte le centre d'innovation, enfin, on contribue à porter le centre d'innovation pédagogique de PSL. Donc, on travaille aussi avec les autres de PSL, sur ce sujet. Donc, de manière très concrète, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les formats pédagogiques qu'on propose aux élèves, on va pouvoir aller, beaucoup plus loin que ce qu'on faisait il y a quelques années parce qu'on leur donne des outils de type IA, modélisation numérique. Donc, je vais vous donner, un exemple. Aujourd'hui, quand on fait un cours, de géosciences, on peut, donner, aux élèves, par exemple, la modélisation d'un fleuve, la modélisation d'une nappe phréatique, des données sur, la couche de roche, qu'il y a entre ce fleuve et cette nappe phréatique et voir ce qui se passe en termes de pollution. Quand le fleuve, par exemple, est pollué, est-ce que ça va polluer la nappe phréatique? En combien de temps? Comment l'éviter? Quels sont les, seuils qu'il ne faut pas dépasser et cetera? Il y a quelques années, quand on voulait faire quelque chose comme ça, il fallait des modélisations extrêmement sommaires, extrêmement simples. Ça se terminait avec, un petit système de 3-4 équations, quoi. Là, aujourd'hui, on peut travailler sur des cas réels, et on essaye d'amener les élèves à comprendre ce qui se passe, à le reproduire, à le simuler, puis à faire dialoguer les équations de la physique, les équations de la géologie et puis les données telles qu'on les voit à travers des modèles d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un cas extrêmement concret qui montre que l'intelligence artificielle ne se substitue absolument pas à la compréhension de ce qui se passe dans le vrai monde, mais permet d'aller beaucoup plus vite à l'impact et je pense que pour les élèves ingénieurs, c'est très enthousiasmant, parce que ça permet de voir que ce qu'ils font, ça va jusqu'au monde réel, de manière évidente dès les premières années, dès la formation. Bah, merci pour cet exemple très concret. Au-delà des responsabilités techniques, de la formation technique, quelle est la dimension éthique qui est apportée, aux étudiants? Alors c'est évidemment quelque chose de très important et je dirais, tant pour nos étudiants que pour notre recherche, hein. Comme on travaille beaucoup avec les entreprises, on est très attentif, à avoir un bon équilibre, à être toujours clair, explicite, sur tout ça. Et donc, la première chose, c'est de faire comprendre. Pour pouvoir exercer ses responsabilités éthiques et je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait partie du carré magique, de l'ingénieur, d'abord il faut comprendre. Il faut comprendre et puis ensuite il faut, agir pour porter ses valeurs. On a une conviction, hein, c'est que seule l'innovation combat l'innovation. La régulation, ça permet de parer au plus pressé, ça permet d'éviter des débordements. Enfin, à la fin, on ne réussit dans la durée à porter ses valeurs, à porter son éthique, que si on a créé les outils qui l'emportent, qui l'incarnent. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de montrer à travers tous nos cours. Donc on a évidemment des cours de droit, on a évidemment des cours de sociologie. C'est une particularité de l'école des mines, hein, d'avoir beaucoup, de sciences sociales, pour justement donner de la profondeur aux élèves sur ce sujet. Pourquoi? Parce que historiquement, ce sont des sujets qui se sont posés.
Ça s'est posé dans les mines à travers, la dureté du travail des mineurs. Ça s'est posé, dans la minéralogie à travers, malgré tout, le passé colonial de tout ça et donc les, caractères extractivistes qu'il y a eu derrière et qui méritent, un examen critique, et éthique. Donc c'est vraiment quelque chose, auquel, on est extrêmement sensible. Il y a des cours, mais il y a aussi une patte et il y a de la discussion sur ça, et on essaye d'embarquer les élèves à l'intérieur de ça et on sait que c'est quelque chose auquel ils sont extrêmement attentifs, notamment sur les sujets numériques et peut-être plus encore sur les sujets climatiques, et écologiques. Pourriez-vous citer, quelques synergies fortes avec d'autres institutions de Paris Sciences et Lettres? Vous avez cité le Alors bachelor voilà, avec j'allais dire, le bachelor serait le premier. Et bien sûr, alors là, bah, ça, on ne peut le faire que parce qu'il y a PSL. Et c'est la maille à laquelle, il faut le faire. On en dira, quelques mots peut-être tout à l'heure sur les débouchés, mais notamment ce bachelor permet d'entrer dans les 3 écoles d'ingénieurs, de PSL. Donc voilà, un exemple très concret, de ces synergies. Autre exemple très concret, aujourd'hui, parmi nos étudiants, nous avons une trentaine d'étudiants, qui viennent de PSL, des autres institutions de PSL. Donc ça fait de PSL la deuxième source d'étudiants, à Mines Paris après l'École polytechnique. Donc et quasiment, au même niveau. Alors ce sont des gens qui viennent, bah, justement de Chimie Paris, de l'ESPCI, de l'École normale, des CPES, du CPES de PSL, enfin voilà donc ça c'est très concret, hein, je veux dire, on peut aller, d'un côté de l'autre. Nous avons des cours en commun, bien sûr. Alors, il y a tout un système, qui s'appelle les semaines PSL, qui permettent aux étudiants, d'une école d'aller, pour une semaine dans une autre école de PSL, se former. Donc, ça permet à des élèves, d'ici, d'aller au Collège de France se former, en biologie, ou en archéologie, ou d'aller, enfin voilà, ça permet enfin, il y a une variété évidemment, très grande comme vous pouvez, l'imaginer. Ça permet aussi à des élèves de PSL de venir à l'école des mines. On parlait du musée de l'école des mines. Le musée accueille par exemple, une semaine PSL sur la couleur et comment fabrique-t-on la couleur et comment d'où ça vient et donc d'aller vers les matériaux à travers la couleur. Donc ça c'est également, de manière très concrète, une richesse, de PSL. Nous avons aussi des services aux étudiants qui sont rendus au niveau de PSL, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement des internationaux. Ce sont des choses, extrêmement concrètes et puis nous avons des diplômes nationaux de master. Ça, c'est quand même la très grande richesse de PSL qu'on ne pourrait pas faire au niveau, de, Mines Paris PSL, puisque nous avons donc des M2 qui sont accessibles, à nos élèves. Enfin M1, M2, mais, c'est plutôt des M2 pour les élèves de l'école, qui sont à la maille de PSL, certains que nous opérons, certains que d'autres opèrent, et qui enrichissent massivement, l'offre de formation, qui est accessible aux élèves. et alors quelles sont les ambitions, par exemple, pour le bachelor en termes d'effectifs étudiants? Quel volume vous visez? Le bachelor, il ouvre cette année et on espère avoir une soixantaine, d'inscrits, pour cette première année, mais on va monter à des promotions de 150, c'est l'objectif, pour avoir, une belle masse critique, et pouvoir déployer une pédagogie, qui tire parti, notamment en termes de projets, en termes de rapport, au territoire, de centaines d'élèves et c'est beaucoup. Donc ça fait du bachelor, le plus grand diplôme qu'aura lancé l'école des mines depuis le XVIIIe siècle. Le plus grand en volume en tout cas et donc c'est un enjeu, très important, pour nous. Encore une fois, on le fait à la maille de PSL donc ça va être un beau parcours. Pour revenir simplement sur les synergies avec, l'université Paris Sciences et Lettres, les étudiants ont l'occasion donc d'être formés, d'être intégrés dans différents établissements. Qu'est-ce que cela leur apporte, foncièrement, une invitation vers d'autres disciplines? Vers d'autres disciplines et puis c'est des rencontres et je pense que ça compte évidemment aussi, hein. Ces semaines PSL, par exemple, sont l'occasion de faire, se rencontrer ou d'ailleurs on a aussi ça en projet d'ingénierie, dans d'autres parcours plus ad hoc, que je vais pas dans lesquels je vais pas rentrer. On va par exemple mettre ensemble des ingénieurs et puis, des étudiants en management à Dauphine ou bien des designers, à l'École nationale des arts décoratifs ou des architectes à Malaquais et donc ces équipes pluridisciplinaires, bidisciplinaires, qui vont travailler, ça enrichit massivement les parcours et je dirais pour les ingénieurs, je vous ai dit tout à l'heure dans le carré magique qu'il fallait qu'ils aient du leadership, opérationnel. Bah, évidemment, si on est tous ingénieurs autour de la table, c'est facile d'une certaine manière. On se ressemble, on va avoir les mêmes réflexes, on va avoir les mêmes outils, on va avoir les mêmes concepts. Bah, les projets, évidemment, ils ne sont pas composés que d'ingénieurs et c'est heureux. Quand vous discutez avec un designer, quand vous discutez avec un artiste, bah, il faut, rentrer dans sa logique, lui permettre d'entrer dans la vôtre et c'est là que se fait la créativité la plus grande.
Donc PSL nous apporte, vraiment ça. C'est vraiment une université universelle, hein. On va y trouver aussi bien des humanités, des arts, des chercheurs, des ingénieurs, d'autres aussi, bien sûr. Donc c'est extrêmement enrichissant en termes de rencontres et puis ça fait, de Paris un campus, ce qui n'est pas complètement désagréable pour les élèves. Sur les alliances, encore une fois, j'aimerais aborder le partenariat avec Albert School, qui délivre désormais des doubles bachelors et des doubles diplômes, donc avec Mines Paris. Pourquoi avoir fait ce choix alors que PSL développe déjà des programmes en IA et en data? D'abord, l'histoire se déroule dans l'autre sens, c'est-à-dire que, le programme de la Paris School of Artificial Intelligence, le bachelor en Artificial Intelligence que développe PSL, il est arrivé après notre, partenariat avec Albert School. Je pense que c'est tout à fait intéressant d'avoir, ce partenariat a aussi été un poisson pilote. Ça permet de se faire la main sur, le niveau bachelor, le niveau licence. La deuxième chose, c'est que la proposition, que nous avons avec Albert School, puisque nous co-délivrons un diplôme avec Albert School, hein, de bachelor et un diplôme de master, ça n'est pas que data et IA. C'est data et business. Et donc, on retrouve à Albert School la proximité aux entreprises qui fait la patte de l'école des mines. Et donc, ça nous a paru très pertinent et très affinitaire avec nous parce qu'on a cette proximité aux entreprises, ce désir de développer scientifiquement les élèves, mais tout en restant très proche de l'entreprise. Donc pour nous, c'est tout à fait complémentaire, c'est tout à fait différent de ce qu'on fait à l'intérieur de la Paris School of Artificial Intelligence. Et en revanche, ça se nourrit très bien. Donc je pense que ça fait partie du rôle de l'école des mines aussi, que d'accompagner des aventures entrepreneuriales dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. On l'a fait historiquement, ça s'appelle les écoles de mines de province. Et bah, ça a plutôt bien marché au 19e siècle, il y a pas de au 20e aussi. Et donc on continue cette logique d'agence d'une certaine manière. L'école des mines, elle n'est pas grande, hein. Il y a 1600 élèves à l'école des mines. Ça reste un format qui est relativement restreint. Et donc notre force, c'est aussi de faire avec d'autres et d'apporter notre carré magique, notre exigence de qualité, cette idée de théorie et pratique qui vont ensemble et de la relation avec les entreprises à d'autres. Et c'est ce que nous faisons avec Albert School. Alors vous avez déjà évoqué le volet, transition environnementale, et les enjeux sociétaux plus globalement. Comment l'école adapte-t-elle ses enseignements et sa recherche à ces nouvelles transitions, notamment les enjeux environnementaux et sociétaux? C'est évidemment un sujet très important et ça fait longtemps qu'on y travaille. Le meilleur exemple de ça dans les années récentes, c'est la réforme du cycle ingénieur civil, donc le grand diplôme de l'école des mines, qui a eu lieu dans les années 2018-2019, qui maintenant est en place, hein, et roule, où on a apporté énormément de savoir, de compétences et d'heures de formation sur ces sujets, tout au long de la formation en première, deuxième et troisième année, pour donner un bagage commun à tous qui permet de raisonner en ingénieur de la transition, c'est-à-dire pas on t'apprend plein de trucs, puis ensuite, bah, faudra te débrouiller pour le faire avec moins d'énergie, avec moins de carbone, avec moins d'eau, et cetera, parce qu'on a oublié de te le dire au début. Non, on en fait vraiment un socle dès la première année pour permettre aux élèves d'avoir des raisonnements quantitatifs qui incluent le coût carbone, le coût enfin les questions d'eau, et cetera. Et puis progressivement, à travers la formation, on va permettre aux élèves de devenir vraiment des acteurs de la transition. Et donc la dernière année se termine avec, un séminaire qui est organisé par les élèves, qui s'appelle Ingénieurs en transition et qui débouche sur, 3 jours de cours qu'ils ont organisés collectivement, leur promotion, sur un sujet de la transition qui leur tient à cœur. Et donc voilà, il y a une forme de progressivement de lâcher prise de cette première année au moment où ils sont de jeunes professionnels. Sur la féminisation, des écoles d'ingénieurs, elle reste encore un défi. Comment parvenez-vous à attirer davantage d'effectifs féminins de profils scientifiques dans vos rangs? C'est un défi. L'école des mines, de ce point de vue-là, est plutôt correctement lotie puisque nous avons 30 de jeunes femmes parmi nos effectifs étudiants et à l'intérieur du cycle ingénieur, c'est un peu moins, c'est, 27. Ça nous dit d'ailleurs que dans les cycles de master spécialisés, dans des cycles de doctorat, on est très significativement au-dessus de 30. On tutoie les 40 sur les masters spécialisés. Donc on voit qu'il y a pas de fatalité, et c'est vraiment un construit social. Donc il faut le travailler, socialement. Alors ça reste évidemment un enjeu, très important. Comme c'est du social, c'est que ça vient des stéréotypes. Les stéréotypes, on les apprend petits, il faut lutter contre, mais on peut aussi s'en servir. Donc on développe, nous, une figure de l'ingénieur de la protection, protection de la planète, protection de la société, protection de la résilience, protection du vivre ensemble, qui permet de s'écarter du stéréotype masculiniste qui est
souvent attachés à l'ingénieur, qui ne s'intéresserait qu'à l'objet technologique et pas au système, aux fragilités qu'il y a dans le système. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. On est actif sur la santé, par exemple, hein, on a une option santé à l'école des mines, et dans PSL, c'est évidemment une thématique très importante. On a beaucoup de choses autour de l'environnement qui, je crois, parlent peut-être un peu plus aux jeunes femmes. On joue le stéréotype, mais après tout, il faut accepter que les représentations sociales existent. Et puis ensuite, nous sommes à Paris, nous avons un campus urbain. Je crois que c'est un avantage pour les jeunes femmes qui nous rejoignent, parce que quand on descend sur le boulevard Saint-Michel, ben, il y a 50-50 entre hommes et femmes. Donc au fond, l'expérience étudiante qu'on vit à l'école des mines, c'est aussi une expérience où il y a peut-être plus de parité qu'ailleurs. Pour autant, on voit bien que on souffre, hein, comme tout le monde, de cette difficulté à accueillir plus de jeunes femmes. Et ce qu'on a développé cette année, c'est un summer camp pour les lycéennes. C'est un summer camp, donc c'est l'été, comme son nom l'indique, 100% féminin, pour expérimenter. Si on arrive, quand on prend des jeunes femmes, alors elles ont été sélectionnées France entière, on a fait ça sur une dizaine de jours à Sophia Antipolis l'été dernier, puis on les met ensemble, entre femmes, et puis on travaille sur des sujets de science, et que se passe-t-il à ce moment-là? Alors ça a été une expérience très énergisante, très positive, ça s'est très bien passé pour elles, pour les profs autour. Il y a une fierté qui s'est dégagée, c'est un groupe qui se maintient dans la durée, et je pense que ça nous fait tous réfléchir sur ces questions d'espace où on va accepter qu'on ne met que des jeunes femmes, et probablement que c'est la suite logique de tout ça. On sait que des politiques comme Elisabeth Borne ont apporté des éléments sur les quotas. Il y a certainement quelque chose à faire dans cet espace, on y travaille. Justement, sur ce type de dispositif, vous avez déjà des résultats chiffrés de la continuité Non, aujourd'hui, je peux pas vous dire qu'on ait des expériences avec des résultats. Le summer camp, il était l'été dernier, donc ce qu'on sait, c'est qu'elles sont contentes après, que ça les a énergisées sur l'année suivante, qu'elles restent en contact avec nous et entre elles. Mais il va falloir quelques années pour voir s'il se passe quelque chose. Bon, on a plein d'autres éléments autour des cordées de la réussite, autour de cahiers verts, autour des représentations. Enfin, on a une association qui s'appelle Féministe, avec le jeu de mots mine, à l'école des mines, qui travaille aussi sur ça. Donc aujourd'hui, je n'ai que des éléments, je dirais, qualitatifs, mais de toute façon, on sait qu'il faut travailler à tous les niveaux. Le musée compte aussi dans cette affaire. Quand on travaille sur mode et matière, là aussi, on retourne le stéréotype pour attirer, à partir des représentations sociales des jeunes femmes, vers les carrières scientifiques. Alors, au-delà du genre, comment vous parvenez à attirer des profils plus divers et variés? Je pense aux boursiers, je pense aux étudiants internationaux. Alors, bah, sur l'international, on est à 30 33 d'internationaux dans l'école, donc c'est plutôt pas mal. Déjà, tout simplement en ayant beaucoup d'enseignants internationaux. Un tiers des enseignants-chercheurs sont internationaux. Au niveau du doctorat, on est nettement au-dessus aussi, donc ça permet d'avoir bah, voilà, des réseaux de personnes, des gens vers lesquels on peut se projeter. Paris et Sophia Antipolis sont les deux campus où il y a le plus d'étudiants internationaux. Bah, c'est aussi des endroits qui sont connus dans le monde entier, donc bah, ça compte, hein, pour attirer des internationaux. On a aussi un campus à Fontainebleau, un campus à Versailles. Bon, Versailles, c'est connu dans le monde entier aussi. Fontainebleau, peut-être un peu moins, mais ça reste des endroits très attractifs d'un point de vue international. Et puis après, sur le côté social, alors on a d'abord un dispositif bien sûr qui fait que nos tarifs d'enseignement sont liés, enfin sont variabilisés en fonction du revenu du foyer. Ce sera notamment le cas du bachelor, parce que le bachelor, il est au prix de marché, hein, donc il peut être assez cher, mais avec un tarif qui dépend des revenus des parents. Je pense qu'à l'intérieur de PSL, de toute façon, c'est ce qu'on a choisi comme angle, comme ligne, d'avoir des droits progressifs, en fonction, des revenus des parents, pour tous nos nouveaux diplômes. Et puis après, on a tout le travail justement des cordées de la réussite, du travail avec, les collèges et les lycées, qui permet, alors pas de travailler que pour l'école des mines, parce qu'évidemment c'est un peu ça serait un peu ridicule, ça serait très réducteur. On va avoir, 150-200 élèves qui arrivent en première année, quand on discute avec des troisièmes pour leur donner envie d'aller vers des études scientifiques, on ne peut pas leur dire: «Et tu rentreras, à Mines Paris PSL». C'est forcément quelque chose qu'on travaille de manière beaucoup plus large. Mais je crois qu'on fait notre part sur ça. Les cordées, ça reste, un dispositif qui fonctionne bien. Le musée est un élément important, de ce qu'on fait sur ça. Je disais, qu'on a fait une exposition Minecraft. Bah, voilà, ça permet de se dire: «Ah bah, si je joue à Minecraft, bah, il y a un vrai Minecraft, ça s'appelle la géologie, ça vaut le coup d'aller regarder pour de vrai». J'aurais une dernière question pour cet entretien. Quels sont vos objectifs en termes de recrutement étudiant pour les candidats issus de prépa scientifique? Alors, nous avons 150 étudiants en première année,
et ils ne viennent pas tous de prépa. Ils sont quand même très majoritairement issus de prépa, donc on va être sur 120-130 étudiants issus directement de classes préparatoires cette année et un peu plus d'étudiants issus de classes préparatoires à l'école des mines parce qu'ensuite peuvent nous rejoindre en 2e ou en 3e année des étudiants qui viennent des écoles normales ou de l'école polytechnique ou d'autres écoles d'ingénieurs. Ce qui fait qu'en 3e année, sur les 230 élèves qu'on a, on va probablement en avoir plutôt 160, 170 qui viennent des classes préparatoires scientifiques. Et des BCPST aussi, puisque nous avons ouvert, qui est une classe préparatoire scientifique, mais je me permets de le signaler spécifiquement, parce que nous avons ouvert depuis cette année, enfin l'année dernière, 2024, une entrée pour 5 BCPST. Donc on peut arriver par MP, PSI, PC, BCPST, TSI, enfin voilà, l'ensemble des prépas scientifiques. D'accord, 5 sur l'ensemble 5 sur l'ensemble. des CPGE. Oui. Merci beaucoup Godefroy Beauvalet d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence vidéo. À bientôt sur Totis.